Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du talk show des TweetOM. On est très heureux de vous retrouver encore une nouvelle fois avec ce beau sommaire qui nous attend. Donc je vais encore une fois vous présenter les personnes qui vont m'accompagner pour le talk de ce soir. Donc bienvenue à Zempe, salut Zempe. Salut tout le monde. Bienvenue à Akian, salut Akian. Tout le monde, bienvenue. Bienvenue à René, salut René. Bonsoir à tous. Et enfin bienvenue Sergent. Salut Julien, bonsoir à tout le monde. Voilà, donc j'espère que le match d'hier ne vous a pas trop déprimé, hein. Nous, ça nous a un petit peu déprimé, on en parlera tout de suite après. Donc dans la première partie au stand Marseille, le débrief, partie 2, les tops et les flops, partie 3, le mercato, qu'est-ce qu'on va faire dès maintenant, partie 4, ce que les autres ont fait en Coupe d'Europe, partie 5, l'avant-match d'OM Dijon, et enfin partie 6, le quiz et les questions des auditeurs, sachant que petite nouveauté pour le quiz, celui qui répondra bien au quiz, il participera à la prochaine émission avec nous. Voilà, il participera un petit peu avec nous. Donc, on va passer tout de suite à la partie 1, le débrief d'Ostende. Donc tout d'abord, on le voit en chiffres, hein, on s'est fait complètement manger. Donc je vais laisser mes intervenants commencer. Donc Zempe, qu'est-ce que tu as pensé d'OM au stand, enfin au stand d'OM pour le coup? On change pas les bonnes habitudes, c'est moi qui commence, à ce que je vois. Alors qu'est-ce que j'ai pensé? C'était pas loin de la purge, on va dire, hein. On s'est un peu ennuyé. Il y a un peu de positif et quand même pas mal de négatif. Pour le positif, j'ai retenu une certaine utilisation du ballon, quand même. Quelques occasions intéressantes, un poteau, un mandanda extraordinaire. Sinon, on a un gros problème. Sur l'impact physique, on a été beaucoup plus faible qu'au stand. On s'est fait bouger. On a eu tendance à beaucoup reculer, donc on s'est beaucoup mis en danger. Nos joueurs, Lopez, Sanson par exemple, au milieu de terrain, dans la transmission, pas au rendez-vous du tout. On parlera plus individuellement de Lopez et des autres. Je veux pas faire des cas individuels, mais beaucoup de problèmes au milieu, en défense, ça change pas. Et devant aussi, quelques interrogations, et on y reviendra. Et je vais laisser un peu la parole aux autres. Ouais. Est-ce que par exemple, Akian, toi tu as le même constat que Zempe, est-ce qu'on s'est fait vraiment bouffer sur absolument tous les secteurs de jeu? Pas tous, enfin, c'est pas le problème en fait. De toute façon, rien n'a été, mais en fait, c'est deux poteaux qu'on a fait, pas un. Il y a eu deux poteaux, c'est vrai qu'il y a eu de très belles actions, Zampe a raison. Il y a eu des beaux mouvements, mais trop rares, malheureusement, trop rares pour 90 minutes de jeu. C'est pas possible de faire si peu d'offensives bien construites. À un moment donné, il va falloir peut-être qu'on progresse à ce niveau-là parce que il y a d'autres équipes qui sont prêtes, qui ont déjà ces automatismes entre eux, et nous on l'a pas. Et c'est pour ça que dans tous les secteurs, comme tu dis, on s'est fait bouffer, mais ça vient surtout au global, à la manque de créativité. Je sais pas ce qu'en pensent justement les autres, mais bon. Ouais. Par exemple, René, il y a TheMax22 qui nous dit à l'extérieur on a toujours autant de mal. Est-ce que tu es d'accord avec ce constat en plus du reste? Oui, oui, effectivement, à l'extérieur on a toujours autant de mal. Par rapport à la saison passée, il n'y a pour l'instant pas trop d'évolution. J'étais au match hier avec Sergent. Voilà, c'est ce qu'on s'est dit à la fin du match. On était venu pour deux choses. On était venu pour une qualif et pour se rassurer. On s'est qualifié, mais pour le reste, on s'est vraiment pas rassuré à quelques jours du début du championnat. Un milieu de terrain inexistant. Sanson, je ne le reconnais pas, tout simplement. Luis Gustavo, ouais, à mon avis, la carte jaune dès le début du match lui a un peu coupé les ailes. Germain, on l'a pas vu parce que tout simplement, il a pas reçu de ballon. Donc voilà, non, c'était pas bon. Il y a urgence, il va falloir rectifier le tir pour Garcia. Et non, hier, clairement, c'était pas beau, c'était une purge. Alors, Si, excuse-moi, Kian, qu'est-ce que tu voulais dire, vas-y. il y a quand même un truc de beau, enfin, je sais pas si on va en parler, mais quand même le public, quoi. Ça, c'était beau. Voilà, il y a eu que Oui, ça. oui, on le dira, c'est dans les tops et les flops, on en parlera. Toi, Sergent, est-ce que tu es d'accord avec René? Est-ce qu'on a du mal à se rassurer là en ce deuxième match officiel? Est-ce qu'on a vraiment du mal à se rassurer?
Ah bah, c'est même pas du mal à se rassurer. Là, on a même réussi à devenir inquiétant par rapport au premier match. On a réussi à faire pire. Donc, il n'est même pas question ouais, de se rassurer. Par contre, Akian me lance un petit peu le revers du match, l'autre côté du match. Et c'était la présence de la TOM, la Team OM. Ça a fait vraiment plaisir de pouvoir voir des gens dont on savait même pas qui viendraient au match. Je pense à Rama Anmi, à Malek Délégué, à Tubleuf Martoni. Ça a fait plaisir de les voir dans le parcage. Et puis voilà, ceux à qui on avait fait aussi l'organisation, Paul 13, El Gogo. Donc voilà, ça, c'est le bon côté d'hier, c'est de voir que la Team OM est mobilisé, se déplace et que Twitter vit aussi dans les matchs et en déplacement surtout. Donc voilà, ça c'était vraiment le vrai bon côté du match parce que le jeu, vous avez déjà tout dit avant, donc j'ai rien à rajouter, hormis que oui, je vais pas dire qu'il y a urgence, mais on n'en est peut-être pas très loin finalement. Oui, je vais juste attirer l'attention sur le petit slide que j'ai préparé. Euh, on voit vraiment une différence au niveau des chiffres, hein. La semaine dernière, c'était 7 tirs cadrés et 7 tirs non cadrés pour le web. Là, on est à 4 et 4. Euh, on a eu aussi un peu plus de corners, mais bon, ça c'est pas vraiment représentatif. Ils ont eu 7 corners quand même. Est-ce que vous trouvez normal contre une équipe qui, on va pas se mentir, a à peu près quand même le niveau des équipes comme Guingamp, comme Dijon, qu'on ait une telle faiblesse dans le jeu? Ben, moi, je vois ça un peu comme un manque d'ambition de Garcia quand même. Parce que pour tout le respect que j'ai pour le club d'Ostende qui se bat valeureusement et pour la Ligue belge, ben, on a quand même joué contre le quatrième de Belgique. Quand tu gagnes 4-2 au match aller, tu as 2 buts d'avance. Donc je dis pas que c'est le plus beau résultat possible, mais tu es quand même plutôt confiant. On est parti là-bas, j'avais pas l'impression qu'on avait d'énormes envies de produire un jeu. Après, comme j'en ai parlé en off, on n'était pas forcément tous d'accord avec ça. euh, on retiendra la qualification. Donc Garcia, s'il avait voulu produire du jeu et que par malheur, ben, Rolando te fait une bourre, du Bocan renvoie un ballon ou quoi, et que tu perds là-dessus, on aurait retenu que ça au final, que Garcia s'était pas qualifié. Donc l'essentiel est fait, on va dire. Mais on pouvait clairement s'attendre à un peu plus d'ambition dans le jeu quand même. Hmm. Est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus par hasard? Oui, Vas-y. Ouais, pardon, sergent. Effectivement, comme ZMP dit, maintenant, on avait quand même pris un certain avantage à la maison. Est-ce que les consignes n'étaient pas d'être en dedans, ça j'y crois pas, mais voilà, d'éventuellement un peu s'économiser quelques jours avant le début de la Ligue 1. On n'a d'ailleurs pas fait jouer Thauvin ni Evra. Est-ce que Garcia a fait passer une consigne de jouer à l'économie? J'ai moi-même du mal à y croire, mais c'est peut-être le cas. Ça, on n'en sait rien de toute façon. Si c'était le cas, je pense pas que Garcia le dirait comme ça de toute façon. Il y a John Vador qui nous dit le jeu c'est trop penché sur le côté droit. Mais ça, on le remarque déjà depuis quelques matchs. Est-ce que c'est pas parce que justement les joueurs n'osent pas jouer à gauche euh, parce qu'il n'y a pas l'arrière gauche qui va venir faire son apport offensif nécessaire. Donc est-ce qu'on est un petit peu trop prévisible à ce niveau-là, Zempe? Bah déjà, on a beaucoup de mouvements vers la droite pour une raison, c'est que Payet dézone beaucoup, donc il n'est pas tout le temps sur son côté gauche. Et hier, on a pu voir aussi que sur les relances de Mandanda, notamment, on allait chercher sur le jeu long de la tête Ocampos, qui était le seul grand gabarit devant, en fait, au final. Donc ça a dû influencer aussi de ne pas avoir un attaquant style pivot. Là-dessus, on s'est plus orienté sur le côté d'Ocampos. D'accord. Bah écoutez, je vais juste changer le petit slide et en mettre un autre. Donc la fiche de match, c'était quasiment sur l'organisation. Vous allez le voir apparaître à l'écran. euh, la même organisation qu'on avait à l'aller, sauf que on a changé Ocampos et Ubocan. Mais dans l'esprit, le jeu c'était le même. Euh, Ostend a fait aussi de même, a gardé son organisation. Comment vous expliquez que, par exemple, un mec comme Berrier, qui a 32 ans, qui a 33 ans peut-être, ben moi je le mets encore dans mes tops et mes flops par exemple. Pourquoi il a eu autant de liberté d'action? Moi personnellement, j'avais l'impression que c'était eux la grande équipe et nous la petite équipe qui venait chercher le résultat. Est-ce que Akian, toi qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, c'est simple, ils avaient la faim. Ils avaient faim, ils avaient les crocs, ils étaient là pour ça, ils avaient rien à perdre, ils avaient un public en feu, ils se sont défoncés, des mecs même de 32 ans, et il a eu raison, il s'est défoncé, c'est le match de leur vie. Les mecs, ils étaient là aussi. Alors en face, il y avait pas beaucoup de qualité technique, hein, ça c'est clair.
mais quoique, il y en a eu de temps en temps, mais c'est surtout leur envie qui les a emmenés justement à nous presser, à faire plus d'efforts qu'ils auraient fait peut-être en championnat, tout simplement. Voilà pourquoi je pense que ces mecs-là se sont défoncés. D'accord, René, toi, qu'est-ce que t'en penses? On en a parlé tout à l'heure, Julien. On se demandait, toi et moi, et je pense qu'on est dans le bon, si les mecs sont pas fatigués. Donc si nos joueurs sont pas fatigués par une préparation physique un peu trop intense. Je te laisserai donner l'exemple concernant Rami tout à l'heure. Moi, c'est vrai qu'avec FX, on s'est aussi fait la remarque hier, les joueurs avaient l'air assez empruntés par moment. Donc je me demande si... c'est pas une excuse, hein, j'essaye pas de trouver une excuse aux gars de hier pour leur prestation lamentable, mais je me demande s'ils n'étaient pas complètement HS. Non, Mhm. non, non, non. Parce que tu peux avoir une baisse physique, mais tu peux pas avoir autant de déchets techniques. Donc, non, je sais pas si c'est dans les têtes. S'il y a un doute, c'est installé, je sais pas. Mais avec le match nul aux Rangers, il y a une défaillance technique. C'est ça le plus dramatique. Et les joueurs qui sont censés être des leaders techniques sont dramatiques. D'accord, ouais, Zempe, toi, tu penses pareil que Sergent, du coup, ou pas? D'accord avec FX, mais je rajouterais que en plus de tout ce qui a été dit, donc Akian parlait de l'envie des joueurs d'en face, etc. Mais ils savaient que techniquement, logiquement, ils étaient en dessous de nous, donc il fallait qu'ils se défoncent pour aller chercher un résultat. C'était à eux d'aller chercher un résultat. En plus, ils étaient à domicile. Mais c'est surtout on leur a laissé le jeu. Donc forcément, à partir du moment où tu leur laisses le jeu, c'est beaucoup plus compliqué pour toi. Donc ça fait partie des réponses pour moi. D'accord. Donc, on va tout de suite passer à l'évolution de la compo pendant le match. Donc, c'est un petit peu classique, c'est un petit peu redondant, je trouve, depuis quelques temps. Donc, dès la 60e, on a fait sortir donc Maxime Lopez en premier. On a fait entrer Sertic. On a commencé à évoluer euh, sur un espèce de 4-2-3-1 avec toujours Germain en pointe. Alors, on le constate, Thauvin et Payet ont l'habitude d'énormément dézonner. Seulement, entre Payet et Ocampos, ça a dézonné qu'à partir quasiment de ce moment-là, voire vers la fin du match avec Sertic derrière qui a apporté un peu plus d'assises défensives. Euh, Est-ce que c'était intéressant de les voir évoluer comme ça ou est-ce que vous avez senti qu'il a commencé à verrouiller le match dès la 60e en fait? va- Verrouillé, ouais, c'est possible. René, il a tout à l'heure employé le terme de gestion. C'est vrai que le match de Dijon arrive vite à domicile. C'est le début du championnat. La qualification était peut-être déjà dans les têtes. En tout cas, elle était surtout entre les mains de Mandanda. Donc, ça aurait pu être super préjudiciable. Mais ouais, peut-être de la gestion, effectivement. Ouais. Et peut-être que Certic était une bonne idée à faire rentrer, parce que c'est vrai que les cas Lopez et Sanson inquiètent énormément. On avait déjà soulevé le problème lors du match aller, et ça a été pire lors du match retour, le manque de solutions proposées. Après, je peux remercier, vous féliciter Rudy Garcia, qui a réussi à nous mettre Steve Mandanda meneur de jeu, parce que tous les balles venaient sur lui, et il devait organiser le jeu, en fin de compte. Enfin voilà, c'était à lui de faire le jeu, oui, c'est Ouais. glauque. Moi, juste pour rebondir là-dessus et sur l'anecdote que j'ai entendue, donc pour ceux qui n'étaient pas au match et qui ont regardé le match sur BeIN Sport, il y avait un journaliste au bord de la pelouse qui a entendu une discussion entre Rami et Rudy Garcia qui, dès la 35-40e, lui disait je monte pas au corner, je suis cramé. Ça, c'est vraiment problématique. Ça veut dire une seule chose, ça veut dire que la prépa est trop dure. Il continue à faire de la prépa physique alors qu'on devrait axer sur le tactique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas ZMP, est-ce que tu es d'accord avec ça? Ben, moi, je suis pas totalement d'accord avec ça parce que ce qui nous bouge, c'est souvent des équipes physiques, justement. La prépa, il fallait se préparer face à des équipes qui pouvaient nous poser de problèmes. Donc, moi, ça me dérange pas. Après, concernant Rami, est-ce qu'il a dit ça parce que sur le moment, il avait beaucoup donné et qu'il ne sentait pas de monter sur le corner? Ça veut pas dire qu'ensuite, il était mort pour tout le match, tu vois. D'ailleurs, il a fait plutôt un match correct. Mais donc, ça, je sais pas. Après, par rapport à la composition. Ocampos, il était là pour défendre en fait, pour faire les allers-retours. Il a été choisi pour ça. Quand on fait rentrer Sertic, c'est pour fermer. On fait sortir Payet pour faire rentrer Doria. Donc clairement, tous les changements, toutes les évolutions tactiques sont allées vers un verrouillage du jeu. Donc Garça, il est parti là-bas dans l'idée de fermer le jeu. Ouais, et est-ce que toi aussi, Akian, tu penses que c'est pour fermer le jeu vraiment qu'il est allé là-bas? Ben, dans ses propos, non, à la base. Si on écoute sa conférence de presse, il insiste, il martèle ses mots, parce que c'est exactement ce qu'il fait. Donc, il dit qu'il veut jouer pour gagner, bah, qu'il nous le prouve.
Et là, pour l'instant, il me le prouve pas. C'est juste ça que j'ai envie de reprocher à Garcia. Voilà, je veux voir une équipe qui va jouer, qui va faire des 1-2, qui va jouer entre les lignes, qui va être capable de créer des décalages, qui va prendre de la vitesse, qui va savoir reculer le bloc pour justement que l'équipe adverse ça vienne vers elle et puis que tu les contres et que tu envoies. On l'a fait quelques fois, mais trop peu, encore une fois, trop peu. C'est bien le problème. Je reproche ça en fait. C'est pareil, René, toi du stade, est-ce que tu as senti est-ce que tu as senti qu'il a plutôt essayé de jouer ou plutôt essayé de verrouiller? Qu'est-ce que tu as ressenti depuis le stade, toi? Bah, écoute, moi je reste fidèle à mon idée que Garcia est allé, malgré ce qu'il a pu dire en conférence, j'ai pas suivi la conférence, mais il a été ouais, voilà, pour maintenir le taf qui avait été fait au match aller. Bah, ça plaît pas forcément aux supporters, ça c'est clair et net que on est l'OM, on va au stand, jouer petit bras, jouer un 0-0, c'est pas, voilà, c'est pas dans notre ADN. Donc bah, déçu, oui, maintenant voilà, c'est passé, mais avec une défense comme on a, on n'était pas à l'abri au quart d'heure de se prendre un 1-0 qui aurait pu, voilà, qui aurait pu changer la physionomie du match. Et là, on aurait été beaucoup plus dans la galère. Et heureusement que Mandanda était là, effectivement. Ouais, donc on va passer. Alors, juste avant de passer à FX, je vais mettre le dernier slide qui montre réellement comment on a fini le match dans cet état de verrouiller presque. On était carrément sur un 5-4-1. NJ tout seul en pointe. Un milieu très très fourni avec Ocampos, Sanson, Gustavo Sertic. Et Doria qui faisait la balance à l'arrière avec qui jouait le cinquième défenseur. Toi, qu'est-ce que tu voulais rajouter par rapport à ça, Sergent? Hier, par contre, ce qui était évident, c'était le pressing quand même. Il y avait un fort pressing des joueurs de stand et c'était une équipe qui attaquait clairement à 4. Voilà, et c'est quand même étonnant qu'une équipe qui attaque à 4, tu ne trouves absolument aucun espace pour les prendre en compte et même pour couper les lignes, parce que 4 devant, normalement, le milieu de terrain est censé pouvoir couper ça. Ça n'a jamais été le cas, c'est affolant. Après, dans le match, il y a eu 2-3 bonnes combinaisons. On espère que ce sera l'ADN à venir tout du long de la saison. Je vais y arriver. Mais voilà, il y a eu un fort pressing. C'est peut-être pour ça que Garcia a cherché vraiment à reculer, à faire son petit arbre de Noël et essayer les dernières banderilles de fin de match qui n'ont jamais abouti. Et les joueurs, quand ils se retournaient, ils étaient dans un désert parce qu'il n'y avait jamais personne qui accompagnait les contres. Donc, ouais, c'est. Ouais, c'est aussi ce que moi j'ai ressenti pour ma part. Mais Akin, est-ce que toi tu voulais rajouter quelque chose par rapport à tout ça? Bon, en fait, c'est juste par rapport à nos auditeurs. Je veux pas qu'ils. C'est vrai qu'on descend le match. Je pense qu'ils ont tous vu le match aussi pour la plupart, et ils ont dû se rendre compte comme nous qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Mais on oublie quand même une chose, c'est qu'on est qualifié. Et je pense que l'essentiel était là finalement. Et C'est maintenant, sûr, on verra. c'est comme disait Sanji63, de toute façon, ce qu'on retiendra, bah, c'est le résultat, c'est la qualification. Et par exemple, si on gagnait 4-0 dimanche contre Dijon, ce qui va être dur à mon avis, bah, ça passera mieux le 0-0, on l'oubliera presque. Donc je pense Mais que. Voilà. Oui. Utiliser ce match-là alors pour se rassurer un tout petit peu, hein. Ouais. Et Zempe, ouais, tu voulais rajouter un petit truc? Ouais, comme on en a parlé hier en off, je voulais juste dire que quand on a fait Classico 0-0 contre Paris, qu'on a proposé aucun jeu, qu'on a verrouillé, on était tous mécontents. Quand on s'est dit, bon, au Vélodrome, faudra pas faire ça, et quand Garcia a proposé autre chose, a voulu faire du jeu, et qu'on s'est pris 5-1, ben, on a presque tous regretté de ne pas avoir verrouillé derrière. Donc ce qu'on retiendra de ça, c'est la qualification. Voilà, on n'a pas pris un mauvais résultat. Si par la suite les automatismes viennent, qu'on a 2-3 recrues pour étoffer l'effectif et qu'on produit du beau jeu, ce match-là, on l'aura oublié, c'est pas grave, on est qualifié. Ok, ben on va conclure, on va dire, sur l'aspect tactique du match. On va rentrer plus dans le détail sur les joueurs. Donc on passe tout de suite à la partie 2, les tops et les flops. Donc, La fameuse partie. la fameuse partie. Donc, on a bien écouté vos conseils de la dernière fois, que c'était trop long, que les gens prenaient la parole. Donc on va essayer un nouveau système où on va afficher tous les tops et les flops. Et on va un petit peu débattre de tout ça ensemble. Donc, première chose qui nous frappe, c'est que Mandanda c'est le top de tout le monde et Rami et Sakai, en tout cas des défenseurs, sont dans les tops. Est-ce que vous trouvez normal sur un match qu'on aurait dû maîtriser, qui est parmi les tops le goal et un défenseur central? Est-ce que c'est normal? Je vais commencer tout de suite avec Sergent. Euh, Bah écoute, là je laisse passer mon tour parce que je suis en train d'étudier ton petit tableau Ok, et j'aimerais
Allez, synthèse. je vais passer donc sur Akian. Vas-y, Akian. Ok, bah déjà, c'est bien pour Mandanda, au moins c'est unanime, tout le monde est d'accord, ça me fait plaisir. Il a prouvé sur ce match qu'il était bien de retour et j'espère que ça va en calmer certains. Euh, Moi, voilà ce que je retiens vraiment de plus. Alors, il y a eu Sakai qui a fait un bon match, j'ai trouvé, bon, pas exceptionnel non plus, mais un bon match. Mais c'est le public, voilà, je crois qu'on est plusieurs à l'avoir dit, et le public, c'est un régal. Voilà, il y avait que ça, ils étaient 8000, mais ils ont fait comme s'ils étaient, enfin, on avait l'impression de voir un stade où ils étaient 30 000. Et ben, je peux vous assurer que moi, je dis chapeau à tous ceux qui étaient présents dans le stade, je leur dis, mais je leur tire mon chapeau, qu'ils soient belges ou marseillais, quel qu'il soit. Parce que franchement, le match était fou, bon. Après, ben, concrètement, voilà, ça prouve bien quand même la pauvreté du match, qu'on parle du 12e homme, même si c'est important, attention, moi, de toujours mettre en avant les supporters, tout ça, mais quand même, dans un match d'Europe, tu préfères mettre quand même ceux qui ont brillé. Et on a eu du mal, c'est vrai, à trouver des tops, surtout des flops en fait. Et petite chose, donc Akian, toi, tu nous as mis Rami, Mandanda et Elga Nassi. Est-ce que tu peux nous décrire un peu tes choix de top? C'est moi qui ai mis ça. T'as dit SMP, Akian. excuse-moi. Ouais, ben moi j'ai voulu jouer le jeu à fond parce que si je m'étais écouté, j'aurais mis Mandanda le 12e homme aussi, mais j'ai vraiment voulu parler du sportif. Bon, Mandanda nous sauve le match, en quelque sorte très bon. J'ai mis Rami parce que j'ai trouvé que c'était le plus correct défensivement. Il a fait ce qu'il avait à faire. Bon, il n'a pas non plus été extraordinaire, mais je l'ai trouvé plutôt bon. Même pour ressortir le ballon, souvent on lui reproche, je l'ai trouvé plutôt bon. Et j'ai mis El Ganassi parce que sur un match comme ça, tu es obligé de mettre quelqu'un de l'équipe adverse. Et bon, Berrier, je l'avais mis dans mes tops au premier match, il avait vraiment été excellent. J'ai trouvé que sur ce match-là, c'était El Ganassi qui sortait le plus, il provoquait beaucoup. C'est lui sur l'occasion qui est sur le 1-2, qui a un rhume Ubokan et qui peut frapper derrière, Mandanda l'arrête. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un peu le symbole de nos stands remuants qui nous a posé beaucoup de problèmes. Donc je l'ai mis. Juste, je vais aussi, comment dire, préciser quelque chose pour les gens du chat. Oui, Mandanda, on l'avait peut-être mis dans les flops la dernière fois, mais c'était sur le match en fait. Sur le match, on ne doute pas des qualités de Mandanda, on ne doute pas des qualités pourquoi il est revenu. Sur ce match-là, il a tout simplement retrouvé toute sa vista, tout ce qui fait qu'on l'a adulé pendant toutes ces saisons et qui nous sauvera beaucoup de matchs. Mais on n'aimerait pas retomber dans un système où c'est lui systématiquement qui va nous sauver tous les matchs. Donc René, toi, donc tu nous as juste mis deux tops, donc Mandanda et le public. Donc est-ce que tu Bon. vas nous expliquer ça un petit peu? Mandanda, donc, il justifie pleinement son retour. On l'a payé quelque chose comme 2 ou 3 millions, je pense. Bah voilà, hier, il nous sauve à 80% la qualif. Il nous dégage deux ballons qui rentraient si il n'avait pas été talentueux sur ses arrêts. Donc voilà, quoi, il nous maintient en grande partie en Europe cette année déjà. Donc c'est un top incontestable. Et le 12e homme, voilà, je ne dois pas en rajouter par rapport à ce que Akian a dit. Présent du début à la fin, c'était beau à voir de l'intérieur en tout cas. Ouais. De l'extérieur. Lui, il était à l'intérieur pour le coup. Ouais, ça devait être... Et donc du coup, est-ce que Sergent, tu as eu le temps d'étudier un petit peu le tableau? C'est ça, mais en fin de compte, sans revenir sur mes choix personnels de tout le monde, on s'aperçoit que finalement ce sont les deux derniers remparts, c'est-à-dire le stopper et le gardien qui ont été très sollicités et que nous avons unanimement mis dans les tops. Et effectivement, les deux du milieu de terrain qui sont censés être notre ADN de jeu sont dans les flops. Et ça résume le match aller et le match retour. Et bah voilà, c'est un très bon résumé de tout ce qui s'est dit depuis le début de l'émission. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Il y a un problème sans son Lopez et je pense que Lopez, il faut le concurrencer. Et Zambo Anguissa, j'aimerais savoir à quoi il sert car il a un impact physique pour remplacer ce petit bonhomme qui fait ce que je faisais quand j'étais petit et que je jouais au foot. Je faisais semblant d'aller au contact. Je le faisais à peu près bien, mais n'empêche que je récupérais aucun ballon parce que j'avais peur des coups. Et ben le petit Lopez, malheureusement, il est dans cette trempe-là. Il se cache. Il se cache. Il triche. Oui. Est-ce que tu penses qu'il faut plutôt concurrencer ou le faire un petit peu souffler, Sergent? Oui, un gamin de cet âge-là n'est pas encore à la plénitude de ses moyens physiques, donc peut-être qu'il a besoin de souffler. Il est arrivé trop brutalement en tant que limite sauveur, un peu trop de responsabilité à mon goût, même s'il a changé un petit peu notre façon de jouer la saison dernière. En deuxième partie, on avait un peu plus de style, un peu plus d'allant, un peu plus de gueule et de possession de balle. Et là, effectivement, maintenant qu'il est dans une sorte de déclin, on le ressent aussi également dans le jeu.
Donc le reposer un petit peu, je pense que ça va être le cas avec un mois d'août ultra chargé. D'ailleurs, j'espère que les entraînements physiques vont pas trop continuer parce que il y aura aucun moment de repos, il y aura qu'une trêve première semaine de septembre. Donc le reposer, mais le concurrencer aussi et peut-être laisser la chance à Anguissa parce que c'est jouable. Il a peut-être sa carte à jouer, le Zambo, donc pourquoi pas. Donc est-ce que, par exemple, Zempe, toi, est-ce que tu penses aussi que Zambo va pouvoir venir concurrencer le jeune Maxime Lopez et apporter cet impact physique qu'il a peut-être pas toujours sur le terrain? Alors, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit FX. Lopez aussi peut y avoir un petit problème, c'est le rôle qu'on lui donne en fait. Peut-être que indépendamment de Sanson, ils ont un peu le même style de jeu et qu'il n'a pas le rôle qu'il lui faudrait. C'est-à-dire que Sanson, lui, se retrouve souvent à la dernière passe. Lopez, c'est un peu le relais à côté de Gustavo qui est censé trouver une solution plus courte. Et peut-être que sa qualité, c'est la dernière passe. À la base, c'est un milieu offensif. Il se retrouve à la perte de la balle, à devoir être le premier à faire le pressing. On voit très bien que c'est pas forcément son point fort, le pressing. Pareil pour les récupérations. À côté de Sanson, on mettrait un profil vainqueur. Ça irait tout de suite sûrement mieux. Donc Anguissa, il peut apporter des choses, mais c'est pas seulement une question de physique le problème de Lopez. Donc c'est pas seulement une réponse physique avec Anguissa qu'il faut amener, même si j'aime beaucoup Anguissa et qui peut donner quelque chose d'intéressant et s'améliorer, mais je suis pas sûr que ce soit la réponse à tous les problèmes actuellement. Ok, Sergent, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ça? Oui, en fait, je veux répondre à Sonny Lol. Il vient de me faire tilter sur un truc. Il dit que Sanson paye la préparation. Mais en fin de compte, oui, parce que Sanson, il a un truc que les autres n'ont pas. C'est le pouvoir d'accélération dans le dernier quart d'heure. Voilà, c'est un monument physique. Et en général, quand tout le monde baisse le pied, c'est là où lui, son deuxième poumon s'active et il est vraiment capable de faire la différence. Et il peut rendre un OM fort dans le dernier quart d'heure. Et c'est vrai que sur l'ensemble des deux matchs, et hier notamment, dans le dernier quart d'heure, non, il était cuit. Donc je suis complètement d'accord avec la remarque de Sonny Love. Je voudrais rajouter quelque chose. Ça fait quand même 2 talks là sur les 2 matchs qu'on met aussi Rolando beaucoup dans les flops. Est-ce que maintenant on n'a pas envie de dire c'est bon Rolando, stop? Donc toi René, est-ce que t'as pas envie de dire stop à Rolando? Ben oui, parce que hier c'est vrai que quand voilà, on était donc au bord du terrain, c'est vrai que c'était pas bon. Tu vois que le gars, dès que le ballon arrive sur lui, il est pas confiant. T'as l'impression qu'il a peur du ballon. Il est pas en confiance. Je sens le ballon, il cherche sa place. Il y est pas du tout et je crains il ne va plus jamais y être en fait. Donc ouais non, ça devient urgent que ben voilà, Rolando, c'est bien gentil d'être venu, c'est bien gentil d'avoir fait les saisons que tu as faites, mais je crois il est temps de passer ton tour. Ok, juste je voudrais qu'on rajoute un petit mot. On a mis aussi Garcia dans les flops, c'est assez étonnant, c'est là peut-être le début de quelque chose où on se rendrait compte que le fait de ne pas jouer à fond la carte du droit au but euh, en verrouillant un petit peu les matchs comme ça, est-ce que c'est pas un problème par exemple le hacker? Ça dépend de quel point de vue on se place. S'il y a des matchs où il faut faire des matchs nuls parce qu'on en a vraiment besoin, je vais te dire non. Enfin, tant mieux qu'il soit là. Maintenant, sur le long terme, je le vois pas. Maintenant, ça fait longtemps quand même que Garcia, certains ont des doutes et le clamo est fort et pour beaucoup, je leur donne raison sur certains points. Et je pense qu'on commence à voir ses limites. Alors, je vais pas redire quelque chose sur l'homme ou quoi, j'ai pas à critiquer. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'en tant qu'entraîneur, il y a des choix qu'il fait qui déjà d'une me surprennent mais me déçoivent. Et que tu me surprennes encore, si c'est dans le bon sens, ça me va. Si tu me déçois, c'est un peu plus compliqué. Et lui, match après match, dans ses changements, dans son coaching, il est pas toujours au point et ça m'embête. Alors là, je l'ai pas mis dans mes flops parce que bon, je voulais pas mettre le coach. Je pense qu'il y a des joueurs qui ont été vraiment en dessous, qui écoutaient pas les consignes aussi, parce qu'il faut le dire aussi, quand Garcia donne une consigne et qu'on l'écoute pas, il y a un problème. Donc forcément, est-ce que c'est la faute de l'entraîneur ou est-ce que c'est la faute des consignes qui passent pas? La langue peut être un problème, surtout au milieu de terrain avec Gustavo. Donc voilà, il y a plein de paramètres. Mais Garcia, ça fait des mois et des mois que maintenant on en a marre pour certains. Je m'inclus dedans, mais c'est pas vrai en réalité. Mais j'aimerais qu'il réussisse. Mais on a tous des doutes. Ouais, d'ailleurs, pour un petit peu rebondir sur ce que tu dis, moi ce qui m'a choqué, c'est quand Doria il rentre, il glisse un petit papier dans la main de Gustavo pour lui donner ses instructions. Ça m'a fait un peu halluciner. Je me suis Son dit, 06. ouais, je lui ai donné son 06 Doria, je sais pas, ça m'a fait un peu halluciner moi pour ma part. Après, ça s'est peut-être arrivé plusieurs fois, mais bon. Pas se braquer, voilà, c'est la langue qui fait ça. Après, ils le font dans l'urgence, mais c'est vrai que ça fait bizarre parce que ça fait amateur.
Mais maintenant, est-ce qu'il faut se focaliser là-dessus? Je sais pas. Mais c'est vrai que ça fait bizarre, je comprends C'est ce que tu veux dire. sympa comme détail parce que moi, ça, hier au stade, je l'ai pas vu du tout. Ouais, c'est étonnant de l'apprendre. Ouais, Et voilà, là, c'est des petits trucs comme ça, comme le truc avec Rami qui est cramé, ou après il t'envoie Rolando devant parce que Rami peut même plus monter sur un corner. Enfin, voilà, moi je le trouve un petit peu psychorigide quand même, Garcia, et sur ses choix, et c'est assez étonnant. Et René, toi, tu lui as rajouté quelque chose? non, je disais que Garça c'était un flop aussi au niveau de sa com d'après-match. C'est un peu hallucinant d'entendre ce qu'il raconte. Bon, voilà, encore une fois, il est coach, il déclare du politiquement correct, mais bon, et à un moment donné, il faut peut-être pas avoir peur de secouer publiquement ses joueurs quand on assiste à une telle purge, parce qu'il a vu le match comme nous, hein, donc il est certainement pas hyper ravi de ce qu'il a vu, mais Attends. qui le dit clairement, parce que voilà, ça devient un peu lancinant, ça devient un peu toujours la même rengaine, et comme tu dis, il est pas un peu psychorigide, il est énormément psychorigide. C'est un têtu. Ouais. Donc, bah, tout simplement, donc ça va pas changer un petit peu la morosité qu'on avait en ce moment, hein. Et donc on se dit, bah c'est parfait pour enchaîner avec la partie 3. Bah, s'il manque quelque chose, c'est pour ça qu'on fait une partie 3, le mercato, les priorités de la fin du mercato. Qu'est-ce que ce serait en fait? Qu'est-ce qui va manquer à l'OM pour franchir ce cap où on peut gagner de la sérénité sur toutes les lignes? Par exemple, toi, Zempe, si tu devais recruter à plusieurs postes, ce seraient lesquels et pourquoi? Alors, bah, si tu me demandes mes priorités absolues, on va dire qu'on a besoin d'un défenseur relanceur. Je pense que ça, on est tous d'accord pour ça. Faut une solution de plus quand les milieux sont en difficulté, qui sont bloqués par un pressing, pour X ou Y raison. Un milieu plus physique, plus fort dans le repli défensif, dans le pressing. Donc tout ça, c'est important. Donc là, on a vu en plus que Lopez, dans ce rôle-là, n'était pas à l'aise. Donc pour moi, il faut un renfort là-dessus. Et après, ben, une doublure en attaquant, mais c'est pas la priorité du tout. Pour le coup, un vrai bon défenseur relanceur, là, c'est vraiment important. Ah, Ouais, ah. je vais juste, avant que vous continuiez à exploiter cette partie, mettre une petite affiche de Jacques-Henri Hérault, parce qu'il y a eu beaucoup de dits et de non-dits, des gens qui ont parfois un peu déformé les propos. Donc, dans une interview du Monde du 24/02/2017, qui disait: mais pour nous, le vrai rendez-vous, ce sera cet été, pour continuer à renforcer cette équipe en vue de démarrer la prochaine saison avec un groupe plus compétitif encore. Est-ce que toi, Sergent, tu as l'impression que pour l'instant, on a fait le boulot, ou est-ce que tu penses que il pourrait y avoir encore une deuxième phase de mercato? Je pense que c'est René tout à l'heure qui a parlé de ça. En fin de compte, sur les relances longues, Germain étant isolé, eh ben, il ne correspond pas au défi physique de pouvoir aller chercher les ballons un peu dans les airs, de les bloquer, de jouer de dos et de pivot, ce que faisait bien Bafé-Gomis l'année dernière. Et le profil Bafé-Gomis aurait fait du bien à ce style de match pour essayer de faire monter un peu le bloc. Donc, quoi qu'il arrive, il va falloir un attaquant athlétique pour ce genre de match. C'est traquenard, c'est coupe-gorge pour qu'un attaquant ait du poids et du volume devant, effectivement, pour aspirer le ballon, savoir le maîtriser, le défendre et le garder. Et quand on parle de ça, on parle aussi de relance. Rami Rolando ne sont pas des relanceurs. Et bah, c'est pour ça que notre ami Mandanda a eu autant de relances à faire, parce que du coup, on lui file la responsabilité. Luis Gustavo a eu du mal à être pourvu en ballon pour distribuer. Donc, il faut un relanceur. Donc, ça part aussi d'un défenseur central de qualité et ce que j'appelle les défenseurs élégants. Donc, ça me semble indispensable. La liaison des deux que je viens de citer, pour moi, c'est inéluctable. Ok, bah, par exemple, est-ce que toi, René, sur la phrase que j'ai lue avant, est-ce que tu as l'impression, alors quand les gens attendent, oui, on va avoir un grand neuf, un grand défenseur central, est-ce que dans cette phrase-là, est-ce que les gens n'ont pas un peu déformé les propos? Ils disent tout simplement qu'on va se renforcer pour démarrer avec un groupe plus compétitif, mais ils donnent pas réellement réellement de nom ou quoi que ce soit, ou de piste. Ouais, donc il y a cette déclaration-là qui, oui, pour le coup, colle à la situation d'aujourd'hui. On s'est renforcé. 4 mecs qui sont arrivés là au cours du mercato estival renforcent le niveau de l'équipe. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu d'autres déclarations. On va pas chaque fois revenir là-dessus, mais il y a eu d'autres déclarations sur un éventuel 9 à 60 millions, 50 millions, si le cas échéant, un profil correspond à ce qu'on avait besoin. Oui, il y a eu des déclarations
qui ne correspondent peut-être pas à la réalité d'aujourd'hui. Maintenant, tout ça mis de côté, pour répondre à la question des priorités de fin de mercato, bah, je rejoins les autres. Hein. Il faut absolument un défenseur central relanceur, chose qu'on n'a pas, même si Rami, je trouve, pour quelqu'un qui a la réputation d'être un très mauvais relanceur, se débrouille plutôt pas mal. Il faut un milieu de terrain physique, parce que pour l'instant, bah, ça nous fait défaut. Et oui, un attaquant, ça il en faut un maintenant. J'en avais déjà parlé la semaine passée, mais un attaquant, il faut pas un attaquant à 50 ou 60 millions pour que l'équipe tourne bien, quoi. Mais il faut un pivot, comme a expliqué Sergent. Oui, donc toi, Akian, quel poste tu renforcerais en priorité? Donc, dans la logique, c'est un DC et un 9, mais quel autre poste tu renforcerais? En fait, moi, j'avais à peu près les mêmes postes. Défenseur arrière droit et arrière gauche, ça c'est sûr. Parce qu'il me faut Ben, pour moi les deux. vu que tu parles Mais d'arrière gauche, il y a eu l'information de Mohamed Bouasfi apparemment ce soir qui est venu que l'OM aurait fait une proposition à Jordan Amavi. Donc affaire à suivre, mais voilà, c'est juste pour dire que. J'allais l'annoncer après, merci, tu m'as niqué ma phrase. c'est parfait. Bah écoute, voilà, un joueur comme ça me plairait bien. Ouais, on va tout de suite embraye dessus. Est-ce que Jordan Namavi, ça te conviendrait, toi, Akian, par exemple? Oui, oui, bien Il a sûr. quand même été recalé à Séville. Hein, on va vite me Ouais, dire. mais je m'en fous de savoir ce que Séville a fait en fait. Ouais, mais Moi, bon, je c'est quand même pense un staff professionnel. Hein. avant qu'il soit Si on refusé si on là-bas. recale quelqu'un à visite médicale, c'est qu'il y a un petit souci quand même. On parle d'un œdème sur un genou qui a subi un déchirement des ligaments, c'est pas rien quand même. Il Hein. a peut-être refusé la fameuse piqûre du professeur Fuentes aussi, hein, on parle de l'Espagne, donc voilà, un petit tacle. Il y a aussi apparemment l'Allemagne qui est douée pour ça, avec Ribéry qui se prenait des piqûres à longueur de temps. Euh, Donc, par exemple, toi, Zempe, un petit Jordan à ma vie, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, c'est le profil qu'il nous faudrait, hein, jeune qui a un peu joué, donc qui est au-dessus de Roca pour faire la transition entre les deux quand Evra partira. Après, à ma vie, je vous avoue que le joueur en lui-même m'emballe pas tant que ça, notamment pour son problème à la visite médicale, où ça reste quand même une petite interrogation. Mais le joueur en lui-même n'avait pas l'air de trop vouloir venir à l'OM. Là, pour l'instant, il est en deuxième division d'Angleterre. Dans le style, je pense qu'on peut trouver autre chose. Après, à ma vie, 7 millions, c'est les chiffres évoqués, il me semble. Pourquoi pas, oui, ça reste une belle affaire et un profil intéressant. Et il est intéressant parce Ouais, qu'il a vas-y. il a une vista offensive malgré tout. Alors là, Ubokan et Evra, pour le coup, ne l'ont absolument pas. Mais le problème, c'est qu'il a peut-être pas la vista défensive. Donc, ouais, il y aura un petit problème de balance et d'équilibre. Mais dans le jeu prôné par Rudy Garcia, et peut-être pour les relances un peu plus rapides, ça peut être intéressant. Voilà. Je viens de voir passer aussi l'info, c'est annoncé par Mohamed Bouafsi, donc c'est assez intéressant, donc c'est assez solide pour le coup. Mais ce qui me paraît assez étrange, moi, c'est un prêt avec une option d'achat. C'est pas étrange alors que le mot d'ordre apparemment avait été de ne pas faire de prêt. Est-ce qu'on se méfie pas quand même de Amavi? Est-ce qu'on n'est pas dans l'optique de dire allez, on le teste, on voit ce qu'il vaut et au pire on le prend pas, quoi? Par exemple, SMP, toi, est-ce que tu penses que c'est ça ou est-ce qu'on a plus d'argent? Je sais pas. Là-dedans, on peut compter la visite médicale, hein. Tu peux forcément avoir une petite crainte et te dire que si le mec, ben, il n'est pas opérationnel, tu vas pas payer 7 millions et les perdre. Donc il y a peut-être ça dedans. Il y a peut-être aussi le fait que, qui sait, Roca va tout exploser entre-temps, être meilleur qu'à ma vie, et au final, on cherchera un autre profil. Donc ça peut dépendre de tout ça. Moi, ça me dérange pas d'avoir un prêt avec option d'achat. Ça nous laisse justement le temps de voir parce que, mine de rien, à ma vie, même si on l'a connu jeune, prometteur, ben, ça reste quand même un pari finalement. Ouais. Je vais vous demander tout de suite de vous mouiller un petit peu, parce qu'on va pas rester aussi que sur Amavi. Si maintenant, je vous disais de me proposer là tout de suite un 9 et un défenseur central, à qui vous penseriez? Par exemple, premier, tu penserais à qui? En neuf, je sais que je vais me faire siffler par beaucoup de monde, mais bah, moi j'aime bien Giroud. Donc c'est un pivot, on a besoin d'un pivot. Donc là, de but en blanc, je vais te dire Giroud. Et en défenseur central, j'avais pensé à Francesco Acerbi, mais il vient de prolonger à Sassuolo. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant que c'est pas jouable, mais même si c'est pas jouable, c'est le type de gars que j'aurais bien voulu voir débarquer. Ouais. Et toi, par exemple, Lacan, si je te demandais un 9 et un défenseur central là tout de suite?
Bah écoute, c'est con parce que en fait René a dit ce que je voulais, peut-être éventuellement c'est Giroud, mais finalement, alors c'est pas vraiment un neuf, mais il peut peut-être y jouer. Je vais faire le fou. Je vais dire un nom que tout le monde n'aurait même pas imaginé que ça soit possible, c'est Griezmann. Tu le fais jouer là et tu vois ce que ça donne. Parce que moi je pense qu'il pourrait être efficace. Il ressemble trop à Germain. Oui, oui, mais c'est. Bah, de toute façon, si tu fais venir Baka, ça va être la même Non, il chose est tatoué quasiment. lui, Donc hein. voilà, Hmm. si tu fais. Oui, non, mais enfin voilà, Baka, ça va revenir au même, ça va être quasiment le même profil. Enfin, c'est pas ce que je. Voilà, tant pis. Par contre, après en DC, non, j'ai pas d'idée à part peut-être Gjer, que j'aimais bien, mais ça on l'avait déjà dit dans d'autres talks. Mais il a Euh, signé à Séville, pour moi, mon plus grand désespoir. Mais voilà. c'est Donc, bien dommage. est-ce que René, tu voulais rebondir là-dessus? Ouais, pour rebondir sur Baka, je pense que, moi, mon avis personnel, c'est que Baka viendra pas. Parce que ça traîne en longueur depuis des semaines et des semaines. Et je pense que si on avait voulu le faire, on l'aurait fait depuis longtemps. Donc, à mon avis, on cherche vraiment autre chose. Et Baka, c'est vraiment une solution. C'est même pas un plan B pour moi, ça devient un plan C ou je sais pas quoi. Mais voilà, à mon avis, c'était vraiment la solution par défaut. Et à ce jour, je pense pas qu'on verra Baka débarquer chez nous. Ouais. Sergent, est-ce que, par exemple, si je te demandais d'autres choses pour le coup, est-ce que je te disais un 9 et un milieu de terrain, parce qu'on sait aussi qu'on doit se renforcer sur cette phase-là, est-ce que tu as des noms en tête, est-ce que tu aimerais bien tenter des trucs? Non, 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 je te réponds non. Je pense que toutes les rumeurs ont été dites, il y en a des bonnes à prendre dedans. Je n'ai pas envie de rajouter dedans parce que voilà, il y a de quoi faire ces petites emplettes dans ce qui a été cité. Je pense auprès de Sissoko, de Vrij, Giroud notamment, et tous les noms qui ont été cités. Voilà, il y a suffisamment de rumeurs. J'ai pas envie de rajouter de noms par-dessus. J'ai pas envie d'étaler mes fantasmes. Donc, non, je n'ai rien à dire là-dessus. On verra, je laisse le temps, je fais confiance à mes dirigeants. J'espère qu'ils seront intelligents dans leur choix, c'est tout. Ok, et pour finir, est-ce que toi, Zempe, tu aurais ta petite idée sur ce 9 et éventuellement un milieu ou un DC, comme tu veux? Ben, moi, si on me demande mon avis, en tout cas, personnellement, j'ai trouvé l'idée de le travail de l'ombre sur Twitter, je l'avais trouvé pas mal. Il avait pensé à Leroy Fer au milieu de terrain. C'est le profil qui irait bien, je trouve, parce qu'il joue bien au ballon, il a un bon sens technique, une bonne vision. Et en plus de ça, physiquement, il est très puissant. Donc moi, ça me plairait bien. Pour le 9, ben, moi, ça change pas par rapport à ce qu'on avait dit au dernier talk. Siro Immobilier, je rêve toujours de le voir avec le maillot de l'OM. Donc c'est le Et genre c'est pas impossible. Et c'est pas impossible. Enfin, c'est pas un ça se tenterait, quoi. profil qui irait bien, je trouve. Ouais, Donc moi, si on peut choisir, bon après, les Giroud, les Baka, ça me va très bien. Hein, mais Immobilier, ça me ferait vraiment plaisir aussi. d'accord. Ben, juste, on va faire un petit point pour vous montrer le dernier slide. Donc, on a dit, alors beaucoup ont dit, il faut faire partir des gens pour que pour pouvoir recruter. Donc là, comme on le voit sur le slide, il y a quand même beaucoup de joueurs qui faisaient énormément de chiffres quantitativement dans l'effectif, mais pas qualitativement, qui sont partis. Et on parle aussi, j'espère que ça se concrétisera, d'un départ de Bedimo. Donc, est-ce que vers la Turquie pour l'info. Donc, est-ce que vous pensez qu'on a assez dégraissé? C'est ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'on a assez recruté pour le moment, ou est-ce que on a encore besoin de faire partir avant de recruter? Je vais lancer Akian là-dessus. C'est simple, moi j'ai apprécié ce mois de juin, contrairement à beaucoup qui ne voyaient personne arriver. Moi j'ai vu beaucoup de monde partir et je peux vous assurer que j'étais heureux. Chaque fois qu'il y avait un nom qui était listé, qui partait, j'étais heureux parce qu'on dégraisse une équipe par le bas pour la renforcer par le haut. C'est exactement ce que font nos dirigeants. Il faut continuer d'ailleurs. De toute façon ça va pas se faire en un seul mercato. Il y a eu ça fait des années qu'on fait n'importe quoi avec l'effectif. Et moi je suis heureux de voir la liste des départs beaucoup plus longue que celle des arrivées. Ah, Parce que ah les autres oui, elle est immense, ouais. voilà, non mais c'est parfait. Moi je suis ravi, mais comme pas possible, sincèrement. J'espère que en fait les supporters ne regardent pas toujours ça. Ils voient que les arrivées, ils regardent les nouvelles news, qu'est-ce qui se passe exactement, mais ils regardent pas forcément les départs. Et pourtant c'est important dans le sens où l'effectif, t'as le droit qu'à certains joueurs, ou sinon tu vas en avoir trop et ça va servir à rien, tu leur donneras pas du temps de jeu. Là au moins, on va essayer de construire une vraie équipe qualitative. Tu l'as dit, c'était exactement ça.
Je vois écrit sur le chat de Sunny Laoul qu'il faut encore faire dégager Sarr, Dorian, Denian, Bedimo, Fanny et Bocan. Je crois savoir, alors peut-être que je me trompe, je me rappelle plus trop ce qu'on avait dit en off, mais que toi t'es pas forcément d'accord pour Doria. Est-ce que tu trouves que c'est justement, on n'a pas laissé assez sa chance à Doria en ce début d'année par exemple? Moi, j'aurais bien aimé voir Doria avec Rami, parce que quand on l'a vu, c'était toujours avec Rolando, rarement dans l'axe, sur le côté gauche. Bon, je trouve qu'on l'a pas mis dans des bonnes conditions. J'aurais bien aimé voir Doria Rami. Je dis pas qu'il aurait été fabuleux, mais je pense qu'il a du potentiel. Donc, il aurait pu être intéressant. Après, si tu me demandes, moi, je recrute quelqu'un. De tous ceux qui ont été cités par Sony, je suis d'accord. Il reste du monde à dégager. Mais Doria, c'est vrai que je l'aurais bien gardé. Si Rolando part, en fait, il faudrait. Parce que tu peux pas garder une place. Disons que c'est deux joueurs qui doivent jouer. Donc si tu gardes les deux, tu vas plutôt faire jouer Rolando. En plus, Garcia, il est pas trop. Quand il a une idée, il a une idée. Donc il mettra toujours Rolando avant lui. Donc ça n'a pas trop d'intérêt. Mais si on avait pu dégager un peu tout le monde, ben, j'aurais gardé Doria, moi, de l'ensemble pour voir. Ça aurait pu être pas mal, je pense. Mais je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il faut encore recruter, parce que quand on a regardé ce banc hier soir, ben, tu te dis sur qui tu te reposes en fait. Qui à tout moment peut te faire basculer le match. Et pour le coup, euh, ça n'est jamais arrivé. On a juste peut-être oublié de parler de quelque chose dans les parties d'avant et ça me tenait à cœur d'en parler. Est-ce que vous pensez pas aussi qu'il faudrait absolument vendre Ocampos qui nous a encore fait une prestation très défensive, c'est bien, mais à la base il est attaquant. Et qu'est-ce que vous pensez vous? Est-ce que Ocampos doit partir, doit pas partir? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, Kian, il avait l'air d'être déterminé à Oui, répondre. parce qu'en fait, t'as dit une bêtise sur Doria. T'as dit qu'il avait jamais fait basculer le match. C'est bien ça? Oui, à part à Lyon. Oui, bah jamais. C'est déjà Il l'a pas fait une mal. fois. Il l'a fait une fois et ça a bien servi. Oui, oui. Donc jamais à ne pas employer dans cette situation-là. Donc voilà. Mais je laisse parler les autres sur le thème. Oui. Bon, moi, j'estime, en tout cas, que si tu fais partir Cabella en prêt pour garder Ocampos, c'est un mauvais choix. À choisir, on a besoin de toute façon de gens dans la rotation. Donc sur les ailiers, on pouvait penser que Ocampos s'occuperait d'un poste et Cabella d'un autre. NJ pourrait dépanner plutôt côté gauche, on va dire, et en pointe. Donc là, moi, j'étais parti dans cet esprit-là. Après, si tu souhaites prêter Cabella ou Ocampos, vendre Cabella ou Ocampos, moi, je garde Cabella entre les deux. Après, on me dit qu'Ocampos a plus de potentiel, etc. Mais de ce que je vois sur le terrain, je préfère garder un Cabella en remplaçant. Alors, juste avant de lancer quelqu'un d'autre, je vois sur le chat The Mask qui dit non, Ocampos est assez combatif. Oui, Ah, c'est tout. c'est ça, hein. vrai, mais c'est tout ce qu'il a. Il a fait systématiquement les mauvais choix devant. Regardez vraiment que sur ses phases offensives les choix qu'il fait. Si on perd un nombre incalculable d'occasions de but, c'est beaucoup à cause de lui. Je pense, pour ma part. Donc, ok, très bien, il est combatif, il récupère beaucoup de ballons, mais à la base, c'est pas un défenseur. Ou alors, on va faire un petit peu comme ça, on va le mettre en doublure de Saka, il est très bien. Donc, est-ce que René, toi, tu veux rajouter quelque chose à ça? Voilà, bah, Ocampos, t'as tout dit, hein. Ocampos, il est combatif, c'est très bien, mais c'est tout ce qu'il a. Hier, voilà, comme tu dis, les mauvais choix. Il court avec le ballon et puis il va se planter sur le défenseur, le premier défenseur venu. Il essaye pas de crocheter, il essaye pas de passer. Il n'y a pas de finesse, il n'y a rien. Voilà, c'est pas bon, c'est malheureux à dire. C'est bien beau d'avoir du potentiel, mais si on l'exploite jamais, à un moment donné, faut passer à autre chose. Et voilà, voilà, Ocampos, pour moi, il peut partir. Il n'y a pas de souci, je ne le retiens pas. Ouais, par exemple, toi, sur Ocampos, Sergent, est-ce que tu penses que s'il s'appelait, par exemple, Lucas Ocamp, c'est-à-dire qu'il serait français, est-ce qu'il pense qu'il aurait la même aura en France et cette aura qu'on se dit, bah, c'est un joueur qui à tout moment peut exploser voilà, est-ce que le fait qu'il soit pas argentin, protégé de Bielsa, enfin que Bielsa avait voulu le faire venir, est-ce que c'est pas ça qui déjoue sur sa sur sa réputation? Oh, il peut s'appeler Pim Pam Poum, ça change rien, il a cramé tous ses jokers. Voilà, il est combatif, ouais, c'est bien, c'est bien. Il empêche le défenseur latéral de monter, ok, c'est cool. Mais derrière, après avoir bien défendu, qu'est-ce que ça change? On déserte puisqu'il va manquer un ailier en moins. Et quand il aura la chance de se retrouver dans cette situation d'ailier, bon, bah, ça va rien donner. Donc,
non, il ne sert plus à rien. Voilà, c'est tout. Et peut-être qu'il a une immunité due à son nom, ses origines, Ocampo. C'est vrai que ça sonne bien. Il est beau gosse, tout le monde adore sa femme. Alors ouais, à sa femme, ok, il a une immunité, mais pour tout le reste, non, le Joker a été plus que grillé. Il est tatoué aussi, effectivement. Il est tatoué, ouais, c'est vrai. Il a des tatouages, non, alors je lui donne encore un Joker de 6 mois. Ouais. Bah, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que donc on attend tous à voir arriver vraiment du lourd en cette fin de mercato. On va peut-être avoir des opportunités, peut-être pas moins cher, mais des opportunités. Et on a déjà pas mal dégraissé, contrairement à ce qui se dit, mais on attend encore plus parce qu'il y a vraiment des boulets qu'on se traîne de la dernière direction et c'est dur parce qu'ils ont des gros contrats, mais on attend de se dégraisser. Donc on va tout de suite passer à la 4e partie. Donc à savoir qu'est-ce qu'a fait Nice, Bordeaux et les autres équipes de L1 en Europe. Donc contrairement à la dernière fois, on va pas décrire les matchs, parce que de toute façon on est là pour parler de l'OM principalement. On va juste montrer ce qui a été fait et ce qui va être fait par Nice en premier temps. Donc dans sa campagne niçoise en Ligue des Champions, ils ont quand même réussi à éliminer l'Ajax, qui est quand même un bon petit club, un club très technique. Donc qu'est-ce que vous en pensez, Zempe? Ouais, Nice, ils ont fait un bon match. Ils ont réussi à contre l'Ajax. Ça a été un match plaisant. Moi, j'ai trouvé, on avait particulièrement regardé avec FX, on parlait en même temps. Euh, il fallait sortir l'Ajax. Série, au-dessus de tout le monde, hein, vraiment. S'ils sont qualifiés, c'est en grande partie grâce à lui. Ils ont été solides quand même, mine de rien, défensivement. Et ben, ils arrachent la qualification. Et la suite va être beaucoup plus compliquée pour eux parce que c'est Naples. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, ils ont montré de belles choses et ils montrent vraiment qu'il va falloir compter sur eux cette saison. Zempe. Est-ce que t'as pas eu l'impression en regardant le match de Nice que c'était le contraire de l'OM? C'est-à-dire que Esseric et Seri, finalement, c'est très fort et c'est à eux de créer quelque chose dans cette équipe niçoise et que tout le reste est un peu en deçà. Et t'as l'impression qu'à Marseille, c'est plus ou moins le contraire, hein, quand tu vois justement les rôles qu'apportent Lopez et Sanson. Et c'est le parallèle, non? Ça te fait pas cette sensation-là que c'est Ouais, l'inverse? ça a toujours été comme ça. Nice, hein, c'est toujours venu du milieu, j'ai eu l'impression, moi, hein. C'est toujours. L'année dernière, il y avait Belanda, il y avait Cyprien qui n'est pas encore revenu. Ça venait souvent du milieu de terrain. Après, je pense que c'est une philosophie de jeu aussi. Mais ouais, c'est vrai. Ben, de toute façon, quand tu as Balotelli en pointe, bon, hier c'était PA, hein, mais quand tu as Balotelli, tu peux pas compter sur lui pour participer devant. Donc, ils ont de la chance d'avoir de très bons milieux, en tout cas. Et Seric et Seri, hier, prestation XXL. Un placebo quand même, hein. Ce sont les arbres qui cachent la forêt, parce que c'est une victoire au mental, Nice. C'est pas une victoire au talent. Non, surtout que je voudrais dire une petite chose quand même, c'est que l'Ajax, enfin moi j'ai vu le match et je me suis focalisé limite presque sur un seul homme, c'est Kluivert, même s'il y avait beaucoup de talent sur le terrain, mais ce petit gamin il en a cassé des reins et enfin franchement il y a des Niçois qui ont dû finir à l'hôpital le lendemain, hein. C'est pas possible. Époustouflant, Ah ouais, non époustouflant. mais sérieux, je Une sais pas. vista, une dextérité, il avait tout dans ce match, une technique, même la vision du jeu. Ouais, le petit Kluivert là, c'était Un époustouflant. Mais régal, l'Ajax, c'est beau quand même, hein. Le c'est nombre beau. de joueurs techniques, c'est vraiment très beau. Ouais, toi, est-ce que tu as quelque chose à dire, René, là-dessus? Bah, faut pas se le cacher. Bon, j'ai pas regardé les matchs, mais au vu des résultats, au vu de l'adversaire, c'est quand même une grosse performance que Nice a sorti. Éliminer l'Ajax, c'est honnêtement pas donné à tout le monde. Et voilà, chapeau à eux, c'était pas facile, mais ils sont pas gâtés pour le tour prochain. Ils héritent d'un énorme adversaire aussi. Donc, bah, faudra encore monter d'un cran le niveau. Ouais. Je suis pas sûr que Marseille aurait battu l'Ajax par exemple. Je suis pas sûr du tout, même, Pas sûr pour du te tout, dire. oui. Bonne, Bah, bonne réflexion, Akian. Lyon, ils l'ont pas fait en tout cas. Ouais, voilà. Bah, juste, oui, justement, nous, on aurait peut-être pas pu le faire, mais est-ce que justement, c'est pas, ça représente pas ce qui s'est passé l'an dernier? C'est-à-dire, on finit derrière Nice qui a fait un championnat tonitruant. Est-ce que tout simplement, il va pas falloir compter sur l'OGC Nice pendant ces futures années, en se disant que maintenant c'est un top club? Ou est-ce que vous vous dites un petit peu comme moi qu'ils ont 2-3 individualités qui risquent de les perdre? Je pense bien sûr à Seri en particulier qui les a portés quand même pendant 2 matchs. Est-ce que on l'a vu l'an dernier sans Seri, c'est aussi Nice, c'est très compliqué. Est-ce que c'est pas ça? C'est des individualités qui sont très fortes. Ben, déjà, moi, un petit mot sur Jean-Pierre River, quand même. C'est vraiment un chouette président, d'ailleurs, qui a invité les 2000 supporters niçois. J'ai bien dit invité au niveau des places, hein. Ils ont dû faire le trajet quand même par eux-mêmes, mais bon, déjà, c'est chouette.
Et c'est un homme dans les médias qui est super agréable. Et ben, l'équipe de Nice lui ressemble beaucoup. Et quand on voit les efforts qu'il fait pour aller chercher certains joueurs, réussir à les relancer, c'est peut-être un président famille et qui arrive à créer cet état d'esprit à l'intérieur de Nice. Et s'il y a cet état qui perdure, alors oui, il faudra compter sur Nice, effectivement. Oui. Ouais, est-ce que toi tu penses pareil, Zempé, par exemple, de ce que dit Sergent? Et comme on peut le voir, Nice a attrapé Naples sur les futurs barrages qui se passeront le 15 et 16 août pour la phase aller. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de la future venue de Nice à Naples? Alors déjà, par rapport à ce qu'a dit FX, je suis globalement d'accord. Ils ont une belle politique de recrutement. Ça tourne bien. Après, est-ce que ça va durer? Est-ce qu'on peut les considérer comme un top club? Je sais pas. En tout cas, pour le moment, ça porte ses fruits. Au milieu de terrain, là, je vois, enfin, beaucoup de gens disent série. S'il n'y avait pas série, bon, ce serait plus compliqué, c'est vrai. Mais quand même, si on se rappelle bien, la saison dernière, la première sensation, c'était Coziello, quand même. On se disait, putain, Coziello et tout, impressionnant. Ensuite, ça a plutôt été Cyprien qui avait pris le relais. Et quand il s'est blessé, on a dit à Série, finalement, il fait quand même beaucoup de boulot. Donc on le sait que c'est vraiment au milieu qu'ils ont le plus d'atouts. Le jeu tourne autour de ça. Mm. Mais je pense qu'ils ont quand même des ressources. On parlait de Euh, concurrence, regarde, là, tu viens de le dire exactement. En fin de compte, si quelqu'un est en méforme, quelqu'un est là pour le remplacer. Parce que Esseric a fini la saison en boulet de canon. oui, puis même, on peut voir la Souquet qui est rentré dans l'équipe, il n'était pas là la saison dernière. Enfin, ils ont encore des réserves. Je pense à Boskagli. Ils ont des joueurs derrière. Même Sarr, là, cette année, à mon avis, il est indéboulonnable. Mais ils ont sorti beaucoup de joueurs et ben, ils ont plus qu'une seule équipe opérationnelle. Ils ont quand même quelques bons atouts sur le banc. Après, tu m'as parlé du match contre Naples. Moi, je pense, tu sais que je regarde beaucoup Naples. Je pense que ça va être très très compliqué pour Nice, mais ils ont un coup à jouer. Ça, disons que c'était l'équipe peut-être qu'il fallait éviter pour Naples. Je crois qu'il y avait Séville aussi dans le tirage, donc Séville c'est compliqué. Mais Nice c'est solide derrière et devant, s'il y a un bon coup à le faire, ils le font. Balotelli, il est capable d'un éclair de génie. S'ils arrivent à tenir quand ils partent là-bas, au retour, chez eux, s'ils n'ont pas pris trop de buts, il y a moyen, ils peuvent faire quelque chose. Je ne leur souhaite pas en tout cas, mais Zempe, il y a Cargo Manitou qui dit, sans être mauvaise langue, s'il n'y a pas un bon coach à Nice, c'est moyen. Qu'est-ce que t'en penses? non, mais de toute façon, ils ont un excellent coach à Nice. Et moi, j'avais dit lors du tirage, quand ils ont chopé l'Ajax Amsterdam, contrairement à Lyon, ils ont un grand coach, Nice, et il faut pas croire qu'ils peuvent pas passer. Bon, ben voilà, ils sont passés. Il n'y a pas de hasard, de toute manière, ça revient à ce que je disais sur River. Si c'est ce coach-là qui est présent, c'est parce que lui, c'est exactement ce qu'il veut de son club. C'est toute la politique du club qui est bien menée à l'heure actuelle. Oui, très très bien. Alors on va tout de suite passer juste un petit mot sur Bordeaux, les pauvres Bordelais, je mets le slide, qui se sont fait bêtement éliminer, on peut le dire, hein, contre Vidéoton. On avait vu au match aller ils avaient pourtant écrasé le match, mais patatras. Au match retour, ils se sont fait éliminer par clairement un petit club. Est-ce que ça aurait pas pu nous arriver, par exemple, à nous aussi de glisser contre Ostende? Est-ce que vous pensez que ça aurait pu nous arriver? Pourquoi pas? Après, j'ai regardé aucun des matchs à Bordeaux Vidéoton, mais je suis quand même surpris que Bordeaux, ils aient pas réussi à se qualifier. Ils ont fait 2-2 au final. C'est quand même, enfin, je trouve ça étonnant vu ce qu'ils avaient montré à la fin de la saison dernière, qu'ils se fassent sortir par Vidéoton. Après, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais attention, nous, là, l'équipe qu'on a prise, Slovène, on pourrait se retrouver dans le même type de match. Va savoir si on les prend à la légère, ce qui peut arriver. Il vaut mieux le traquenard pour Bordeaux que pour nous. Voilà, le sujet est clos, je pense. Voilà, tant pis pour eux, tant mieux pour nous. Ouais, c'était juste un petit clin d'œil à Bordeaux, nos amis bordelais qui adorent nous chambrer. Ça serait cool d'en recevoir un une fois, on verra pour la suite. Donc on va passer à la cinquième partie, donc une partie plutôt intéressante puisque ça sera le débrief, donc l'avant-match du premier match de Ligue 1 pour cette nouvelle saison, à savoir OM Dijon. Donc tout d'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette équipe dijonnaise par rapport à ce qu'on a vu l'an dernier? Est-ce que vous pensez pas que c'est une petite équipe justement qui peut être piège René, qu'est-ce que t'en penses? Pardon? Qu'est-ce que t'en penses? Dijon. Bah, Dijon, ouais, non, c'est l'adversaire idéal pour le début de la saison. On joue à domicile. Voilà, si on s'est pas rassuré contre Ostende, je pense que bah, c'est le moment de se rassurer. C'est certainement, à mon sens, pas plus fort qu'Ostende.
Donc voilà, on est au-dessus, à nous de répondre présent. Les joueurs nous doivent Une bonne prestation. je ne retrouve plus le mot, mais c'est pas grave. Ils nous doivent quelque chose en tout cas par rapport à ce qu'ils nous ont fait hier. Donc voilà, non, à mon avis, ça doit passer. Ben moi, je suis pas d'accord sur Dijon, le meilleur adversaire pour commencer. Alors c'est bien, hein, c'est soi-disant une petite équipe. Normalement, on Ah, doit c'est la mieux que passer. Paris ou Monaco quand C'est même. mieux que Paris-Monaco, je te l'accorde. Mais de ce que j'ai vu l'année dernière, c'est une équipe qui joue. Alors c'est favorable pour l'OM dans un sens où on préfère les équipes qui jouent plutôt que les équipes qui défendent, ça, c'est clair. Mais ça voudrait dire qu'il va falloir être présent, comme tu le dis. Et de ce qu'on a vu hier, je suis inquiet. Est-ce qu'ils sont cramés, nos joueurs, ou est-ce qu'ils sont pas cramés? Est-ce que c'est vraiment qu'hier c'est un accident, ou est-ce que ça sera pas un accident et on retourne sur les quelques derniers matchs qu'on a pu voir avec certaines purges dans les 10 derniers matchs du championnat de l'année dernière. On a vu beaucoup de purges. Et donc je me dis justement que Dijon, ça peut être le piège pour commencer à 0 points. Donc voilà, méfiance. Là, j'ai donc affiché la composition de l'OM. Donc, on va jouer normalement. La composition probable, c'est qu'on va jouer avec l'équipe entre guillemets type, avec le retour de Thauvin et Evra. Est-ce que toi, par exemple, Zempé, tu penses dans un premier temps que Dijon peut être un piège, et dans un deuxième temps qu'on va jouer dans cette configuration-là où qu'on risque d'avoir des surprises? Alors, Dijon un piège, je sais pas. En tout cas, moi, je les vois relégable cette année. Donc, j'espère que préparation difficile ou pas préparation difficile, on va aller chercher un résultat avec du jeu. Parce que c'est quand même l'ouverture de la Ligue 1, c'est chez nous. On va pas commencer à se demander si Dijon, ça va être un piège ou pas. On leur met un 3-0 et c'est terminé. Parce que je veux bien respecter l'équipe d'en face, mais quand même, là, si on commence à faire des comptes là-dessus, on n'a pas fini. On a des ambitions. Moi, je le vois largement qualifié en Ligue des Champions cette année. Donc Dijon, non, ça me fait pas peur du tout. Pour la compo, je pense que Garcia va aligner la compo type, sauf si Evra a des petits problèmes physiques ou je sais pas. On a du jeu à assumer, donc Ocampos sur Thauvin, apparemment c'était pour plus défendre, donc là ça sera pas le cas. Donc je pense qu'on va démarrer comme ça, ouais, moi je vois bien ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un de toute façon qui voit l'OM démarrer autrement que comme ça? Euh, Tout va dépendre des entraînements, de la forme des joueurs et s'il y a des blessés ou pas, mais oui, ça pourrait être le bon 11. ouais. Bon, on va passer juste sur le petit 11 de Dijon. Donc voilà, on pense alors à prendre avec des pincettes parce que l'entraîneur a changé. Avant ça jouait en 4-4-2, apparemment là ça joue en 4-3-3. Est-ce qu'il y a des noms qui vous sautent aux yeux? Est-ce que vous avez peur de cette équipe-là? Moi personnellement, je connais très très peu de noms. Alors pour info, le Amalfitano n'est pas Morgan, c'est Romain. Donc est-ce que FX tu veux dire quelque chose, Sergent, tu veux dire quelque chose là-dessus? Oui, ben, en fin de compte, bon, il y a le départ de Diony qui peut être préjudiciable, d'accord? Bon, Oui. ensuite, des valeurs sûres comme notre ami Samaritano, un petit peu virevoltant, le Valbuena du pauvre, comme j'appelle ça, non moins dégoûtant à regarder jouer. Maintenant, pour pas trop épiloguer sur le match à l'avance, ça va ressembler, je pense, connaissant Dalloglio, énormément au match d'Ostende. Parce que lui, il aime faire jouer son équipe. C'est une équipe qui est très joueuse, Dijon. C'est la mentalité du coach. Et à défaut d'être très performante, en tout cas, c'est clair, on ne s'ennuie pas. Ça me rappelle le 3 de l'époque, hein, avec Jean-Marc Furlan. Mais donc voilà, ça peut ressembler à une équipe qui pourrait avoir le ballon dans nos 30 mètres devant Luis Gustavo si nos deux petits bonhommes, Sanson et Lopez, ne se réveillent pas. Donc on pourrait avoir une copie conforme. Donc si c'est la copie conforme du match aller, c'est tout bénef. Sinon, au coup de sifflet final dimanche à 0-0, je peux vous assurer que ça va barder un petit peu dans tous les sens et ça va commencer un peu à trembler. Ouais, donc René, toi, est-ce que tu penses que, comme dit Sergent, est-ce que ça va couiner si on commence à perdre contre des équipes comme Dijon où il n'y a pas un joueur qu'on connaît réellement là-dedans? Ben, ça commence déjà hein, à gronder hein, FX par rapport au match de hier. Il suffit de voir les réactions depuis hier soir sur Twitter. Bon, concernant Dijon, désolé les gars, mais je ne connais pas grand monde à Dijon, à part le gardien. Mais voilà, on se doit de donner une belle copie dimanche au Vélodrome. Et je vois effectivement un match un peu comme au stand. Et j'espère leur en claquer 3 ou 4, comme Zempe dit. Respecter les équipes adverses, ok, mais on est chez nous. Et voilà, on doit être à la hauteur de ce qu'on a, enfin les joueurs doivent être à la hauteur de ce que nous on attend d'eux, de ce que le projet nous fait miroiter depuis quelques mois maintenant. Et voilà, Dijon, on peut pas avoir peur de Dijon, on peut les respecter,
mais on ne doit pas avoir peur d'eux, il faut y aller et leur rentrer Et dedans. non, leur montrer on a que- peur de qu'on est notre chez nous. équipe, hein, René. On a Ouais, peur de l'attitude de notre équipe, pas de oui, Dijon. Parce qu'on ouais, peut d'accord, mais rendre bon, fort ici Dijon. ouais, ouais, ok, ouais, ça évidemment. C'est sûr que par rapport à ce qu'on a vu hier, c'est justement la réflexion qu'on s'était fait tout à l'heure lors de la préparation de l'émission. On a plus peur des gars de chez nous que d'en face, mais voilà, il va falloir les bouger et j'espère que en tout cas les leaders du vestiaire marseillais vont trouver les mots pas pour remobiliser, parce que je pense qu'on n'est pas démobilisé, mais je sais pas, ils sont encore un peu en vacances, ils sont encore un peu sur leur lieu de vacances, ils n'ont pas encore compris que ça y était, on était parti là. Dans le fait de Je la pense C'est qu'à pas, saison. l'inverse, il ils leur l'ont faut des compris. claques. Je pense qu'ils l'ont compris parce qu'ils ont eu une préparation justement très physique et je pense que on en parlait justement avec Shindou en off et peut-être que c'est trop et que en fait on n'a pas fait assez de technique et de jeu, on va dire avec le C'est une ballon ou erreur même. professionnelle alors. Ah bah là par contre c'est une erreur du staff technique, mais ça c'est autre chose, on verra justement si ça nous donne raison ou pas dans l'avenir. Mais s'ils sont cramés déjà à la 35e ou 40e comme l'expliquait tout à Ah, l'heure Shindu pour Rami, ça ça veut va dire que faire tu mal seras quoi. bon en octobre. Ça veut dire que tu seras bon en octobre et que tu vas arriver C'est à la ça. trêve avec une grosse montée en puissance. Donc, je m'inquiète pas là-dessus. Mais le seul problème, c'est qu'il y aura peu de temps pour souffler quand même. Et ça, faut pas l'oublier. Il y aura très, très, très peu de trêve internationale. Et le calendrier sera plein. Je tenais à rajouter aussi qu'ils ont perdu Les Melou, Dijon. Et Les Melou, c'était un bon joueur de ballon l'année dernière. Saison plus que correcte. Donc, voilà, parti à Nice. Mais c'est pas plus mal d'avoir deux bons joueurs de ballon, Diony, puissant, physique et donc très bon manière de ballon également. Et donc les Smelou, je suis pas mécontent de pas les voir dimanche. Juste, je vais donner la parole à Zempe qui va nous dire ce qu'il en pense sur tout ça, mais je vais changer le slide pour vous montrer les mouvements. Il y en a eu beaucoup pour un petit club comme Dijon. Il y a eu beaucoup d'arrivées, pas mal de départs et des gros départs. Est-ce que toi, Zempe, tu veux rajouter quelque chose sur Dijon et sur les éventuels arrivants et partants? Ouais, pour reparler de Dijon, si c'est une équipe joueuse comme on l'a vu l'année dernière, de toute façon c'était une des entre guillemets petites équipes à produire le plus de jeux. C'est pas forcément un handicap pour l'OM, hein. S'ils y vont pour attaquer comme au stand d'hier, mais que nous on joue bien, on va les punir directement. Logiquement, c'est comme ça que ça devrait se passer. Et logiquement, Garcia, quand il reçoit Dijon chez lui, c'est pas comme quand il se déplace à Ostend pour conserver un résultat. Là, il va falloir faire du jeu et marquer des buts. Donc on peut imaginer un tout autre match quand même. Oui, on veut le contraire clairement de ce qu'on a vu hier. Est-ce que les noms, j'imagine, ne vous parlent pas du tout, mais ils ont quand même recruté. Alors, si c'est bien la compo qu'on pressente demain, vous avez quand même une charnière qui a été recrutée maintenant. Vous avez devant Wesley Saïd et Slity qu'on connaît un petit peu. Est-ce que il peut y avoir quand même quelque chose? Voilà. Est-ce que nous on peut pas profiter de ce fait qu'il y ait une charnière totalement neuve, peut-être aussi un milieu qui a un petit peu changé, des avants qui ont un petit peu changé, et se dire que finalement Dijon, il faut qu'on les respecte correctement par 2, 3, 4 buts d'écart. René, qu'est-ce que t'en penses? Faut justement, je pense que ça peut être à double tranchant. Tu dois digérer ce genre de mercato. Il y a beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées. C'est vrai pour les grandes équipes, c'est vrai aussi pour les entre guillemets petites équipes. Donc voilà, c'est à mon avis, Dijon risque de peut-être aussi avoir des soucis en début de saison à cause de ça, à cause de ces nombreux changements. Donc aussi à nous de jouer là-dessus, peut-être sur un manque d'automatisme de l'adversaire. Ouais, c'est une bonne remarque ça. Et... Oui. En fait, Merci Sergent. non, mais c'est de voir Martin là dans les partants, ça fait un petit peu mal au cœur. Ce petit bonhomme qui était le remplaçant de Zidane, qui avait mis un doublé, je crois, contre l'Ukraine pour son premier match avec l'équipe de France. Je suis perturbé de lire son nom au petit Robocop là. Ouais. Enfin, bref. Juste John Vador, pour tes questions, t'inquiète pas, on reviendra dans la dernière partie. On va finir sur cette partie avec juste les résultats de préparation de Dijon qu'on a été chercher et c'était dur à trouver. Donc pour le coup, ils ont commencé par Nancy, une défaite, Sochaux, une courte victoire, une branlée contre Saint-Etienne qui a très peu changé son effectif mais qui a changé d'entraîneur. 2-0 contre le Puy-Auvergne. Ils ont perdu 2-0 contre Bourg-Péronas il n'y a pas si longtemps que ça et 0-0 à Strasbourg. Il y a quand même de quoi se rassurer. Oui, bah tiens, pour rebondir sur ce qu'a dit René, c'est vrai que souvent les équipes joueuses avec un faible effectif, en général, ça fait pas long feu. Et encore une fois, je fais référence à 3, toujours une équipe joueuse qui n'a jamais dérobé à sa philosophie de pratiquer du jeu, mais à l'arrivée, ça faisait toujours l'ascenseur. Et c'est vrai que Dijon a le profil
de cette équipe-là, c'est-à-dire joueuse, mais quand tu n'as pas l'effectif pour, en général, tu es puni et ça peut sentir le maintien, peut-être même pire pour eux. Ok, Et le fait qu'il y ait eu beaucoup de mouvements, c'est préjudiciable pour eux parce que souvent la force des petites équipes après un mercato à la reprise au début de la Ligue 1 comme ça, on dit souvent leur effectif il a pas trop changé, donc eux ils ont les habitudes, ils se connaissent. Pour le coup là ils ont beaucoup changé alors qu'ils n'ont pas énormément de qualité, donc ça va être compliqué pour eux. Ouais, je suis assez d'accord. On verra bien, donc j'espère que dimanche ça sera une étincelante victoire. On va tout de suite passer à la dernière partie de ce talk, à savoir le petit quiz et les questions-réponses des auditeurs. À savoir que vous savez, je le rappelle, celui qui gagnera le quiz s'offrira une petite intervention dans notre talk la semaine prochaine. Donc on va tout de suite commencer avec la première question. Donc je compte sur vous, mes intervenants, pour regarder le chat qui trouve en premier. Donc, comment se nomme ce joueur? Tout simplement. Le quiz Sana OM. Ouais, le quiz Sana OM, on le rappelle. D'ailleurs. Et il ne répondra pas, évidemment. Par contre, je te félicite d'avoir réussi à modifier la police de son nom. Ouais, merci. Bon, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de réponses. Ouais, pour l'instant, on va vous donner un petit indice. Il me semble, ce joueur a joué dans la saison 98-99. Oui, la grande saison emmenée par Roland Courbis où ils sont allés en finale. Contre Parme, ouais. Exactement. Voilà, donc est-ce que ça vous parle ou pas du tout? On a cherché des questions bien dures pour le coup. Attends, ça se trouve, ils ont peur de répondre pour pas être là la semaine prochaine, tu vois. Mais après, c'est pas une obligation. Vous gagnez ce droit. Vous gagnez ce droit, hein, mais voilà. C'est sur les plusieurs questions, c'est celui qui aura le mieux répondu. Ou au pire, on fera un tirage au sort s'il y a eu des égalités. Enfin, faut pas se prendre la tête. Mais vous inquiétez pas. C'est pas grave, Mars Veil, tu regarderas le replay. Non, c'est pas Coquet. C'est pas Maurice. Ils veulent un petit indice peut-être. Ouais, juste petite info pendant ce temps. Monaco a remporté son match, mais on y reviendra après. Autre petit indice, vas-y, FX. Un Brésilien. Un Brésilien. Et il a été auteur d'un but exceptionnel à Montpellier au stade de la Mosson. On veut le nom et le prénom. Ah, il a craqué. Il avait marre que ça tienne. Oui, c'est bien. Il est vexé, non, mais il est vexé. Ou alors, justement, il est content qu'il ait piégé tout le monde, peut-être. Bon, c'était Edson da Silva, les gens. Non. Elle est bonne sa réponse. Parce qu'en fin de compte, c'est moi qui ai fourni la photo Panini et il n'était pas au courant. Ah, d'accord. Oui. D'accord. Il valait ses choix. Donc, du coup, Bon, par contre, validé. Gauthier, voilà, Neymar, c'est tabou chez nous ce soir, on n'en parle pas. Oui. Ah, tabou, mais bon, disons que je pense que les médias s'en chargent bien assez pour nous. On en a assez entendu. Voilà, c'est bon. Pas chez Alors, nous. deuxième question, donc vous affolez pas, on va pas vous traîner sur le talk si vous ne voulez pas y venir, mais jouer au jeu. Donc quel joueur correspond à cette carrière? Tout simplement. Encore un joueur qui est passé par l'Olympique de Marseille, par l'Olympique Lyonnais, par le RC Paris, Gazélec Ajaccio, peut-être c'est un indice sur le dernier. Il y en a un qui répond Pedretti, John Vador. Non. Putain, en 99 au Gazélec. Ouais. Il est éternellement jeune, lui. Mars Veil qui a trouvé, donc c'était bien Olmeta. Olmeta qui est donc passé de l'Olympique de Marseille à l'Olympique Lyonnais. Et qui a fait une déclaration cette semaine, qui traduit le fond de notre pensée. C'est pour ça qu'on ne reviendra pas dessus. Bravo. Alors ça fait 1 pour Mars Veil, 1 pour Sana OM. Il arrive à la troisième question. Bon, c'est bien. Citez 2 joueurs qui ont déjà évolué et à l'OM et à Dijon. On veut les 2 noms sur la même ligne, sur votre même réponse. Pas un nom puis un autre. Sinon on va galérer. Ah, chaud. Bon courage les gars. Franchement, j'espère que vous googlisez. Parce que sincèrement. Demandez des indices si vous voulez. Petit indice sur un de ceux qui a fait ça. Il est encore actuellement dans l'effectif de l'OM, mais plutôt dans la réserve. Fanny alors merde. Non. Même toi, tiens, tu veux participer au talk? Si tu gagnes, t'es déjà dans le talk. Désolé. En fait, j'appuie au moment où j'ai parlé tout seul. Mais tu peux inviter un membre de ta famille éventuellement. Sana OM, si tu veux jouer, il connaît la réponse ou pas Je connais là. Pourquoi le problème, c'est que Sana OM, si tu veux, la prochaine fois, oui, il y a effectivement. Des gens veulent les 2 noms sur la même ligne. Attention, là, vous en avez dit qu'un.
Il y a Et Moustique. je vous donne une réponse, oui, Andonian est bien dans ce cas-là. Donc, Alors, il on en me manque. dit Amora dans l'oreillette. Est-ce que Amora, ça a fait les deux clubs? À Dijon sûrement parce qu'il y a la moutarde, mais sinon après, pas vérifier mes fiches pour pouvoir lui répondre. Bien tenté, Marsveil. Ah, écoute, j'ai envie de lui accorder, mais du coup il en a qu'un. Mais Qui ça? Pardon. bah oui, mais il en faut deux. Il en faut deux sur la Et même ouais, ligne. il en manque Oui, un. oui, Allez. il en manque un. Petit indice sur un qu'on peut penser. Du Silva a répondu. Bravo. Non. Attends, Mano Ducil, il a dit Amalfitano. Mais c'est pas le même. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas Dijon. C'est Amalfitano, c'est Romain Amalfitano. Il nous a piégés. On le voit en Bien train de joué, Mano, rigoler. bien joué. Non, c'est pas le même. Donc il en faut deux. C'est Et, Andonian. je vais vous donner un indice, vous allez trouver, c'est un peu facile, mais le deuxième joueur auquel je pense, il a le même prénom que que Thauvin. Ouais, je suis un peu con moi aussi, mais voilà. Et il a quitté l'OM il y a quelques temps. Il a rejoint un chauve. Zimax 22 qui dit 0,5 points. Alors, non, on en veut deux. Ouais, deux. Ah, ils vont bien y arriver quand même à force. C'est pas si dur avec le... Andonian. Ah, John Vador qui marque un point. Donc Andonian et Raspantino, c'est une bonne réponse. Bravo, John Vader. Bravo John Vador. Donc il y avait aussi Meite, auquel on pouvait penser. Donc ça Oui, fait ok. 1-1-1 pour le moment. Donc, Encore deux questions. encore deux questions pour vous départager. Quatrième question. Ah bah Gauthier, tu te réveilles un peu tard. Hein. Ah, tu travailles un peu tard, ouais. Quel joueur de l'OM obtient le penalty transformé par Drogba lors de Marseille-Liverpool en 2004? Parler d'Abdoulaye Meite, il avait marqué ce soir-là d'ailleurs. Sur corner, un boulet de canon de la tête. Est-ce que en off, vous pouvez me marquer les noms de ceux qui ont marqué des points juste Donc, non, c'est pas Mariam. C'est pas un chanteur Rasta, non? Non, Zempe, il a pas marqué de points. Je crois qu'il y a Marsveil, Sana OM et John Vador pour le moment. Si vous pouvez me le Jamaïcain. marquer. Rastafari. Jamaïcain? Mais la Oui, réponse oui. est passée, je crois, non? Non. Non. Non, non, je On nous surveille. dit Je donne, Batless, on nous dit je Valbuena. donne des indices énormes, mais bon, c'est pas grave. Hein. Non. Valbuena. Valbuena n'était pas encore dans l'effectif à cette époque-là, c'était en 2004. 2004, les gens. J'arrête pas de vous Rappelez-vous parler ce d'un fameux chanteur match Rasta. contre Liverpool. Marley, Manu Voilà. Mano Ducil. du Silve, bien joué. Donc ça, putain, il y a chacun une réponse là. Il est quand même malin, notre petit Mano. Hein. Ouais, il faut rajouter Mano sur ceux qui ont marqué des points. Donc là, c'est la question. La question qui va tous vous Mears. départager. Ron Mears. Ziggy Énorme Marley. Marley. Eh bah oui, Ziggy Marley. Steve Marley. Donc, dernière question. C'est celle qui va vous départager, qui va donner la victoire. Quel club belge l'OM avait-il dans sa phase de poule, de groupe, pardon, lors de la fameuse Ligue des Champions de 93? Ça va aller très vite normalement. Ça doit aller très vite. Très, très, très vite. Ça doit aller vite. Petit rappel pour Ostende, c'est pour ça qu'on fait cette question. Quel club belge? Ah, c'est Mano. Mano Ducil, le premier, je vois à l'écran. Bravo Mano. Bravo, Mano. Donc maintenant, si tu veux nous rejoindre, il faudra qu'on voie ça en off. Voilà. Voilà. Si tu veux Marsveil, non, c'est égalité. Enfin, il est arrivé avant toi sur mon écran en tout cas. Un jeu est un jeu, un gagnant est un gagnant, il n'y a pas de droit de Après, veto. si Mano ne veut pas venir, Marsveil peut te donner sa place. Ouais, il y a égalité. Est-ce qu'il y a... On me dit égalité. Non, il n'y a pas égalité. C'est Mano qui gagne, hein, il me semble. Ah, ça a été. C'est Alors, les il n'y deux a en pas même temps. d'égalité. Moi, j'ai lu un nom qui est apparu en premier, c'est Mano Ducil. Il est Oui. le grand gagnant, et puis on va pas s'éterniser sur le quiz trop longtemps. Mais voilà, nous avons un vainqueur. Bravo. Allez, bah ça sera Mano s'il veut venir, bah sinon ça sera Marsveil, tant pis. Et maintenant, ça va être deux Et questions. par contre, tu pourras retenter la prochaine fois, Marsveil, y a pas de problème. Tu sais, on fera un quiz comme ça pour donner l'opportunité de venir intervenir dans le talk. Donc bravo à Mano. Si on pouvait faire un petit tweet dessus sur le talk officiel, les gars, sur le compte officiel de Twitter pour annoncer Mano du Silve. Ça sera D'accord. fait, ça sera fait.
Ça fait après l'émission. Et ouais, pardon, je suis turpin, je t'ai volé Mars Veil. Bon, on va passer à la dernière, toute dernière intervention, à savoir les questions-réponses. Donc, est-ce que vous avez des questions sur tout et n'importe quoi, ce qui concerne l'OM, ce qui concerne le talk, voilà, d'une façon générale. Bonne nuit à Max qui va se coucher, ouais. Est-ce que vous avez des questions? Non? Peut-être. Les perdants vont déserter, là, on n'aura plus personne en ligne pour finir Si, mais là il y a 30 secondes de décalage, donc on va voir. Personne n'a de questions, c'est bizarre ça. Attends, il y a toujours le décalage, et j'ose espérer. Sinon, s'il n'y a pas de questions, tant pis, on finit sur ça. Hein. En même temps, on dit tellement de choses que forcément, après, les questions se limitent. Ouais, bon, bah écoutez. Quelle est la couleur du t-shirt de René? Est-ce que René, tu as un t-shirt déjà? Première question. Oui, j'ai un t-shirt. Bah voilà, c'est une question pour le prochain quiz. De quelle couleur était mon t-shirt ce soir? Il était pas rose, je tiens à préciser déjà. Ouais. Parce que c'est ça qu'on attendait comme réponse. Donc non, il était pas rose. Qu'est-ce que tu veux dire, Mousticopathe, comme top 3 buteur? Tu veux dire pour les top 3 buteurs de l'année prochaine ou classement général? Au classement général? Non. Oui, classement général, déjà tu peux mettre Cavani. Bah voilà, faites un petit classement de vos 3 buteurs. Par exemple, Zempe, toi tu penses à qui? Cavani, certainement. Germain et Falcao. Ouais, Falcao, parce qu'Mbappé, on n'est même pas sûr qu'il va rester. Donc on va dire ça. Falcao, Cavani, Germain. Quelqu'un d'autre, un top 3 qui serait un petit peu différent? Non. Le prono, Sanoem me dit, est-ce que vous avez un prono pour dimanche? Donc on le refera par Twitter, mais là on va un petit peu se mouiller. À qui, toi tu penses combien? Dijon, tout à l'heure il y a quelqu'un qui a dit quelque chose d'intelligent parmi mes confrères, et oui, je fais un bon 3-0 histoire de mettre direct le ton, moi ça me plairait bien. Mais... René, ouais, 3-0 donc pour Akian. René, combien? 2-0, doublé de Germain. 2-0, doublé de Germain. Et Sergent? Allez, je pense à la première bronca au Vélodrome, donc un 0-0 bien dégueulasse. Ouais, bah super. Et SMP? Bon, si on écoute FX, on va pas au stade. Hein. Ouais. J'irai dire bonjour à Béné, à Stounet, à tous ceux qui seront présents, donc ça me fait bien plaisir. Ah c'est bien, tu m'as oublié, espèce de... Hein? On y sera ensemble, voyons, c'est évident. Ouais. Donc, moi, 3-1, allez. 3-1. Moi je pense au 2-1 des familles sur un petit ballon à la fin, parce que ça va pousser à mort comme ça. Je le vois aussi comme Mano du Ciel, mais j'ai un peu copié. Donc après, prochaine question, est-ce que vous pensez que... combien vous pensez que l'OM va finir cette année? Gauthier OM lui voit 4ème. Rapidement, Akian? Ouais, allez, 3ème, j'avais déjà dit 3ème ou 2ème, ouais, donc 3ème. Ouais. René, combien tu vois? 4ème pour les... 4ème parce que je pense 4ème et pour les raisons dont FX avait parlé il y a quelques jours. La 4ème place était peut-être la plus intéressante dans le top 4 justement. Ouais. Sergent, tu vois combien? Bah voilà, René m'a piqué mon prono. 4ème du coup? En fait, je veux être 2e ou 4e, et les tours préliminaires de Ligue des Champions, c'est ce qu'il y a de pire pour préparer une saison, c'est piège, c'est casse-gueule, donc voilà, tout sauf 3e, 2 ou 4. Ok, ZMP, tu vois combien? 2ème. Ok, pour ma part, moi je vois entre 2 et 3ème. Voilà, juste pour ça. Enfin, dans la logique, selon les ambitions, on devrait être là. Suis-je le seul à penser que l'OM va lâcher les sous en cette fin de mercato en faisant d'abord les transferts à moindre coût et efficaces? C'est une question de John Vador. Akian? Non, je pense à peu près comme lui. Je pense que justement, on a fait un bon recrutement efficace et intelligent là pour le début, pour arriver en Europa League. Et puis même maintenant, je pense qu'il va y avoir, dans les 15 derniers jours, il va y avoir un petit peu de mouvement, et il a raison dans ce qu'il dit. J'aime beaucoup ce qu'il dit. Ok, René? C'est surtout qu'on n'a pas le choix. On est le 4 août, on va pas revenir dessus, on va faire court et efficace. On a des manquements dans l'équipe et on se doit de... Les dirigeants se doivent de mettre la main au portefeuille, de trouver des solutions pour les manquements dans l'équipe, et Dieu sait qu'il y en a à l'heure actuelle. FX, ouais. Tout a déjà été dit, c'est évident. Ok. Et ZMP, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, tout a été dit aussi. Comme je l'avais déjà dit précédemment, je crois, notre mercato d'été ressemble trop à notre mercato d'hiver, on attend plus.
Donc on laisse la possibilité de faire une dernière question s'il y en a une, sinon on va conclure sur ça. Juste pour vous rappeler que l'OM s'est qualifié, il va jouer contre le NK Domzal donc le 17 août chez eux et le 24 août au Vélodrome, et qu'on espère quand même que, même si c'est un peu morose en ce moment, que vous perdez pas la ferveur et qu'on sera tous derrière l'OM quoi qu'il arrive. Voilà, donc s'il y a encore une question c'est bon, sinon on conclura sur ça. Allez, Bien. 3, 2, 1. Voilà, bon ben on va finir sur ça. En tout cas, toute l'équipe, on vous remercie encore une fois de participer à nos talks. Il va y avoir de l'amélioration encore dans les prochaines semaines à venir et encore du contenu. On espère vraiment. Ah, j'ai dans l'oreillette René qui veut dire quelque chose. Vas-y René. Tu m'entends? Oui. Ouais, voilà, donc juste pour dire au niveau des rumeurs mercato qu'il y avait, on avait à un moment on avait parlé de Thomas Vermaelen, à la légendaire santé fragile. Bah, c'est pas une légende, il s'est explosé ce soir en match de préparation avec le Barça. Ah, voilà. Donc il est de nouveau arrêté. Ok. Bon, merci René de m'avoir coupé. Donc en tout cas les gars, ceux qui n'ont pas eu le temps de voir tout le live, vous savez qu'il y a un replay qui va arriver très très vite. Et on vous remercie et bien sûr à la prochaine, à vendredi prochain pour tout le monde. Salut. Salut. Bonne Salut à soirée. tous. Ciao, ciao.